Apparemment, la série sur le pingouin produite par Matt Reeves va introduire le personnage de Gueule d'Argile dans ce nouvel univers de Batman sur HBO Max. Et vu l'approche hyper réaliste du projet qui s'est confirmée quand on nous a dévoilé cette vidéo du Joker, eh bien je pense que ça va être un influenceur de type les Marseillais à Gotham City qui fait un placement de produit pour un soin du visage à l'argile, sauf que c'est coupé au plan et à la diarrhée et du coup forcément ça va mal tourner. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 348e JT Comics, vous le savez, Marvel a récupéré la licence Predator et ils sortent toute une série de couvertures variantes dans lesquelles la petite bestiole s'amuse à affronter tous les héros de l'univers de la Maison des Idées. Là par exemple, avec Reed Richards, elle s'apprête à goûter son tout premier chewing-gum, et comme une petite parisienne en 1945, Laia Blade, qui se dit que finalement toutes les créatures qui ont des canines un petit peu pointues et brillantes ne sont pas des vampires et qu'il aurait mieux fait de passer son tour. Là, le Predator a essayé de demander un petit autographe à Spider-Woman parce que il a vu évidemment cette couverture de Milo Manara et puis là il goûte littéralement au rêve américain, tandis que là je trouve que Dale Keown a perdu sa foi en Hulk, puisque normalement le Predator pour Hulk c'est comme une sauterelle pour un bobo qui est prêt à payer 6 balles pour manger ça dans un bar branché alors qu'il va bientôt plus rester que ça à bouffer dans le monde. Bref, il est temps pour nous de croquer les news de la semaine. BVR. C'est la news insolite de la semaine, elle prouve à la fois la popularité du personnage de Batman ainsi que son potentiel transmédiatique avec la recherche de nouvelles anciennes formes de narration, mais on va parler de Spotify et de son podcast Batman Unburied qui a été traduit en français par Batman Autopsie, qui vient bouleverser le statu quo du Chevalier Noir. D'ailleurs ici, pas de Chevalier Noir, mais non, plutôt un docteur. Batman Bruce Wayne est médecin légiste et il va réaliser l'autopsie d'un serial killer nommé le Moissonneur, tandis qu'il va aussi aller demander les conseils d'un psy sur les conseils justement de son père. Alors attention, je sais pas ce qui se passe, mais ça c'est le synopsis en anglais. Je vais pas faire vous donner celui en français qui est absolument comme une petite balance. Dès que tu sors un bottin dans une salle de garde à vue, ils disent absolument tout. L'adaptation française est signée Douglas Attal avec Dali Ben Salah pour incarner Batman et André Dussolier pour incarner le Dr Hunter. Eh bien, ce format vient de détrôner le patron des podcasts sur Spotify, le tonton qui passe ses dimanches après-midi à refaire le monde, parfois en fumant des gros joints, parfois en lâchant des dingueries plus grosses que lui, sauf que lui, il s'enregistre et que Spotify lui a donné plus de 100 millions de dollars pour venir faire ça exclusivement chez eux. Joe Rogan, l'homme aux 3C, comédien, commentateur du UFC et ancien combattant lui-même. Alors, il va pas en vouloir au héros, d'ailleurs, il a trouvé le dernier film super, même si, comme à son habitude, il s'est mis à lâcher des dingueries puisqu'il a parlé du Joker et il a dit que Joaquin Phoenix devait forcément être fou pour interpréter si bien le personnage d'Arthur Fleck. J'ai toujours pas eu le temps d'écouter cette nouvelle fiction audio, mais je vais le faire puisque ça a vraiment l'air cool et puis c'est toujours marrant d'explorer des nouvelles formes de narration, même si entre 1940 et 1951 il y avait les aventures radiophoniques de Superman. Il y a eu plusieurs centaines voire plusieurs milliers si je me trompe pas d'épisodes et notamment certains impliquaient Batman et Robin. La vie c'est comme le Tour de France, c'est cyclique. Doctorat. On va parler docteur et variant, mais rien à voir avec le professeur Hoult. Non, on va parler d'un doc qui envoie du lourd sans passer par Compton, d'une jeune héroïne mineure qui vient voir le docteur sans que Doc Gynéco ne soit impliqué. Non, c'est évidemment de Doctor Strange 2 dont nous allons parler, sans spoil pour la première partie de la news. Et dès que je vais commencer à spoiler, je vais vous le dire pour que vous puissiez aller dans la barre de défilement au prochain chapitre directement. On commence tout d'abord avec un hommage à Elizabeth Olsen qui prend position dans ce débat un petit peu relou. Est-ce que les films Marvel sont du cinéma? Et elle prend position plutôt en faveur des artistes et des équipes. Elle dit on ne fait pas des films indés, c'est vrai, mais ça vient diminuer, dévaloriser nos équipes et ça m'ennuie. On trouve des concepteurs de décors, des costumiers, des chefs opérateurs parmi les meilleurs de l'industrie. Du point de vue des acteurs, je comprends totalement qu'il s'agisse d'un type de performance différent, mais cracher sur Marvel vient dévaloriser des centaines de gens talentueux, et elle en parle avec fougue. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand Marvel Studios fait des artistes Marvel Comics les concepteurs les moins chers du business probablement. Le dernier exemple en date, et on en a peut-être qu'un tout petit aperçu, c'était dans la bande-annonce de Thor 4, quand une case des Sadri Beach a été reproduite quasiment trait pour trait dans le film, et que Sadri Beach sera probablement, j'espère, payé seulement 5000 balles et peut-être 2 places pour l'avant-première s'il décide d'y aller pour son travail, et ça c'est pas normal, mais bon, c'est quand même un terrain qui reste un petit peu vierge et il va falloir poser un cadre très rapidement, sinon
Bien joué Elisabeth. Pour en revenir au film, le second opus serait 5 fois plus populaire que le premier si on en croit les chiffres de prévente des billets de cinéma et un sondage Fandango qui dit que 93% des acheteurs sont excités à l'idée d'explorer à nouveau le multivers Marvel, 92% veulent voir les suites, les retombées de Spider-Man No Way Home et ils vont être peut-être un petit peu déçus parce que finalement c'est un petit peu anecdotique, 92% sont fans de Benedict Cumberbatch, 90% de Sam Raimi, 85% seulement d'Elisabeth Olsen, et ça c'est trop peu, moi perso c'est 125%, et puis 78% sont fans de WandaVision, alors que je pense que c'est peut-être la série la plus cruciale à voir avant de voir ce film. Sinon c'est un véritable carton au box-office avec 185 millions de recettes aux États-Unis seulement pour les 3-4 premiers jours d'exploitation au cinéma. Les critiques sont plutôt mitigées, toutes saluent à peu près l'arrivée de Sam Raimi et de sa patte à la fois horrifique et divertissante dans le MCU, et certains, beaucoup même déplorent l'aspect un petit peu sans fond et qui vient trop s'imbriquer dans une suite de films de ce nouveau Doctor Strange, alors que c'est totalement le concept du Marvel Cinematic Universe. Après, il faut dire aussi que c'est un film qui a beaucoup évolué, tellement qu'on pourrait l'enfermer dans une Pokéball, avec au tout début un autre réalisateur, Scott Derrickson, qui a laissé le bébé à Sam Raimi, donc il y a eu forcément des réécritures, des nouvelles scènes de tournée. La longueur totale du film a même été raccourcie, et Benedict Cumberbatch déclare que la seule chose qui n'a jamais changé depuis le début, c'est le titre, et même Kevin Feige a lâché un petit peu des regrets en disant que peut-être que certaines bandes annonces en disaient un petit peu trop, notamment au niveau des caméos. On va rentrer dans la partie spoil et je laisse le temps aux uns qui n'auraient pas vu le film et qui veulent rester vierges jusqu'au popcorn de zapper sur la news suivante, et aux autres d'admirer ces posters japonais qui ont été faits par Mishima Koyama et Boichi pour la promotion du film. Les fans de manga les connaissent bien et moi j'adore ce genre de petites initiatives. Bon, globalement j'ai bien aimé ce film, ne serait-ce que parce que ça fait du bien de voir un petit peu autre chose dans le MCU. Alors je pensais pas qu'ils allaient aller autant dans l'horreur, je suis pas dans le drama, mais quand j'entends un connard de youtubeur dire ça, en attendant, on peut quand même saluer cette série qui est ce que Marvel nous propose de plus adulte, de plus horrifique. Peut-être qu'on a atteint la grande limite du MCU, je me dis qu'il aurait mieux fait de fermer un petit peu sa gueule, parce que là c'est clairement ce film qui devient le maître étalon de l'horreur dans le MCU, avec des cadavres, des plaies ouvertes, des morts vivants, des monstres, des jumpscares à la con, mine de rien aussi, niveau intrigue, ils font d'une héroïne en cours de rédemption un petit peu quand même, une méchante complètement unidimensionnelle, obsédée, qui est prête à tuer une adolescente pour arriver à ses fins. Elle ne réfléchit absolument pas aux conséquences de ses actes. J'ai très peur pour la suite de la sorcière rouge dans le MCU. Alors niveau puissance elle est formidable, d'autant qu'on nous dit que cette fameuse scène où elle tue tous les Illuminati avec une facilité déconcertante, normalement elle est encore plus puissante que ça, puisqu'elle utilise là un vaisseau, un autre corps que le sien dans une autre réalité. Donc je vous laisse un petit peu imaginer, il suffit qu'elle prononce plus de mutants, et là il n'y a vraiment plus aucun mutant, un petit peu comme maintenant d'ailleurs. C'est quand même beau, super audacieux, et peut-être un petit peu con quand même aussi de voir comment ils ont en 1 seconde et demie envoyé chier tout WandaVision simplement avec l'influence néfaste d'un livre, le Darkhold. Donc Elisabeth Olsen dit qu'elle reviendra dans le MCU très probablement, il va falloir voir quand, on verra déjà avec la série sur Agatha Harkness. J'ai adoré aussi le Doctor Strange, Benedict Cumberbatch qui joue toujours un petit peu ce personnage ultra arrogant mais qui est là quand il faut. Excellente babysitter, finalement il a une petite fibre paternelle celui-là. J'avais un petit peu peur que l'histoire d'amour foirée entre lui et Christine vienne être un petit peu trop cucu, et finalement non, c'est peut-être l'une des histoires d'amour les mieux gérées de tout le MCU, notamment quand cette Christine d'un autre univers lui donne l'impulsion nécessaire pour l'aider à avancer et ne cède pas à la facilité de revenir avec lui dans l'univers 616, d'autant qu'on sait que Stephen Strange c'est un gros baiser, donc attention au rebond, et en plus on assiste en post-générique à l'arrivée de Cléa dans le MCU, la reine de la dimension noire qui vient chercher l'aide du docteur. Il y va ni une ni deux, donc ça promet de venir puiser dans les premiers comics du Doctor Strange par Stan Lee, par Steve Ditko, et on va peut-être voir comment il est tombé fou amoureux de la nièce du démon Dormammu. Les repas de famille doivent être complètement diaboliques. Benedict Cumberbatch s'est déclaré prêt à jouer Doctor Strange encore pour 10 ans à venir. Là il va quand même prendre un petit break, le temps de s'occuper un petit peu
de sa famille. America Chavez est une superbe addition au MCU, même si j'ai pas trouvé le jeu de Mademoiselle Gomez toujours bon, surtout au début, mais après je me dis bon, ça peut être génial et il va falloir peut-être qu'il fasse un tout petit peu évoluer ses pouvoirs, qu'il nous en présente d'autres, sinon juste la capacité d'aller voir d'autres mondes, ça va être utile plus pour vendre des Funko Pop que pour autre chose, mais peut-être qu'avec l'aide, pourquoi pas, de la sorcière rouge, si jamais vraiment ils arrivent à faire une rédemption totale, eh bien elle pourra aller retrouver ses deux mamans. Il me tarde de voir cet arc-là. La séquence des Illuminati est comme un petit bonbon, hein, notamment avec ce monsieur fantastique qui laisse présager ou pas quelque chose de bon pour le MCU. Moi en tout cas ça m'a filé envie de bouffer du ficello. C'est méta, c'est ultra divertissant, même si maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Les X-Men, les 4 Fantastiques, en avant. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Doctor Strange numéro 2. Mine et papier. Partons au bout de la mine, là où se trouve la matière première, les comics qui seront adaptés probablement plus tard, et DC qui nous fait des paroles avec le scénariste Philip Kennedy Johnson qui promet le retour d'un personnage DC dans sa saga, dans sa Warlord saga, dans Action Comics, dans Superman, un truc pour lequel il avait déjà annoncé que ça serait encore plus impactant que la mort de Superman, donc attention. Le retour d'un favori sous un angle très différent, moi je mise évidemment sur la Bat-Tub, sauf que là cette fois elle fera 2 mètres, 130 kg et qu'elle aura un sweat à capuche de la marque Prépuce. Marvel crée la surprise puisqu'après avoir annulé après 2 épisodes seulement la mini-série de Todd Knock et Christos Gage consacrée à Gwen Stacy, eh bien il s'apprête à la ressortir, à la terminer sous le format du Giant Size qui n'a jamais aussi bien porté son nom puisqu'il aura carrément les 5 chapitres à l'intérieur de cette histoire qui raconte la vie de Gwen Stacy pré-Peter Parker, et apparemment elle en a vécu des aventures celle-ci, donc on pourra dire que ça fait un pont avec la Gwen Stacy qu'on connaît tous. Être possédé par la Force Phoenix, c'est un petit peu comme accepter les termes et conditions d'un service sans en avoir lu un traître mot, hein. Ça peut arriver à absolument tout le monde, puisqu'après Wolverine, Kid Omega, le Professeur X, Tornade, Diablo, Cyclope, Namor, Jean Grey ou encore Iron Fist, et bien c'est au tour de Taaya d'être le nouvel hôte de la Force Phoenix. Taaya qui n'est d'autre la maman du petit Galactus, hein, Galactus qui est peut-être l'un des rares êtres avec Mike Tyson et les enfants de Véronique Courgeot auxquels tu n'as pas envie de faire des blagues sur leur mère. Ça sera dans les Defenders d'Ali Wing, mais entre ça et Thor, on peut dire que la Force Phoenix aime les milps, les Mother I'd Like to Possess. Et alors, nouveau retour aussi, puisqu'après avoir eu l'apéro dans Batman Urban Legends, DC s'apprête à sortir une mini-série en 6 chapitres consacrée à celui qui a remplacé Batman pendant qu'il avait quelques petits problèmes de dos et qui devait faire ses séances de kiné, Jean-Paul Vallée, Azrael. Dan Waters et Nicolas Sizmé-Sija raconteront dans cette mini-série intitulée Sword of Azrael, en hommage à la série de Denis O'Neill et de Joe Quesada, comment Jean-Paul Vallée cherche la paix intérieure dans un monastère en Europe. Évidemment ça va partir en couille, sinon ça va faire 125 pages de méditation, ça va être un petit peu chiant. Après Hawkman, le prochain comics qui servira de prélude au film Testostérone de Black Adam sera consacré à Cyclone, une des membres de la Justice Society of America, qui a été dévoilée on va dire dans l'univers d'ici en 2006 avec Dale Eaglesham et Geoff Johns. On l'avait vu sous la personnalité de Red Tornado dans Kingdom Come, c'était sa grand-mère. Et puis la fin de la série Moon Knight n'est pas la fin de l'incursion d'Oscar Isaac dans les comics, puisqu'il va prêter son nom à un projet dont il a eu l'idée avec un pote à lui, qui s'appelle Headwounds Sparrow Headwounds, je sais plus, qui va raconter l'histoire d'un détective de police qui va subir les blessures de ses victimes jusqu'à ce qu'il parvienne à résoudre l'enquête, jusqu'à un bon matin il va se réveiller avec un trou de balle dans la tête, là c'est le cul dans la tête et pas l'inverse, et c'est en fait le trou de son meilleur ami qui vient d'être assassiné, donc il va devoir résoudre ça. Alors là où je dis qu'il prête un petit peu le nom, c'est que cette histoire sera développée par Brian Buccellato et Christian Ward, donc ça sent plutôt bon. Et tant qu'on est dans le petit saut périlleux marketing, allons chez Heavy Metal qui nous annonce que Breaking Bad rencontre Green Lantern dans la série Entropie par Monsieur Christopher Priest et l'artiste Montos, qui vont raconter les origines du vilain Henry Hanks, qui est devenu le héros du destructeur Kako, et donc c'est dans une volonté de créer un univers de comics partagé, puisque Kako, vous l'avez vu dans la série de comics des années 80, Tarna, qui a été adapté en film et qui a fait son retour récemment, je ne sais plus exactement quand, dans Heavy Metal.
George Pérez. Triste nouvelle encore cette semaine puisque George Pérez a été emporté par son cancer du pancréas et qu'en quelques jours, eh bien, ce sont deux véritables légendes des comics qui ont disparu. George Pérez, c'est 40 ans de planches qui fourmillent de super-héros puisqu'il était connu pour ça, pour ses planches détaillées et pour ses planches qui sont remplies de super-héros autant que ce qu'il était rempli de talent. Et on lui doit de la Justice League, on lui doit des Avengers, qui rencontrent la Justice League dans un grand crossover à l'époque où les deux maisons d'édition arrivaient encore à s'entendre. On lui doit le crossover Crisis on Infinite Earth, on lui doit évidemment la création avec Marv Wolfman des New Teen Titans, des super-héros avec un véritable coup de jeune. On lui doit un coup de jeune aussi au personnage de Wonder Woman qu'il scénarise et dessine à partir des années 80. Il parvient à réconcilier Wonder Woman avec ses origines très avant-gardistes par Marston et puis il parvient à l'ancrer dans le contexte socio-culturel et les problèmes des années 80 et ça c'est complètement génial. Son run est considéré comme l'un des meilleurs et ce n'est pas pour rien. Pérez c'est un autodidacte qui s'est rapidement fait un nom. Il a commencé à travailler chez Marvel pour le personnage de Deathlock, puis il a créé le premier super-héros portoricain qui s'appelle le White Tiger. Pour la petite anecdote, eh bien, c'est lui à qui on doit 3 doigts sur 5 de la série en 5 chapitres du Gant de l'Infini par Jim Starlin et il a été remplacé par Ron Lim par la suite. Mais quand il débarque, il accepte, parce qu'il était très enthousiaste, il accepte de travailler avec Jim Starlin, de revenir chez Marvel malgré la grosse charge de travail chez DC où il faisait 2 séries en parallèle. Comme beaucoup d'artistes foisonnants comme ça, il s'est très vite senti engoncé dans les scripts ultra détaillés de Jim Starlin qui en plus est un dessinateur, donc il joignait des petits croquis de chaque case que George Pérez ignorait totalement et il s'amusait même à remodeler l'histoire et Jim Starlin le laissait faire parce que c'est intelligent et que c'est comme ça qu'il faut travailler avec un artiste à mon goût. Pour fêter dignement son retour chez Marvel, il demande même à Jim Starlin d'ajouter encore plus de héros dans les planches, c'est vous dire sa façon, son implication. Malheureusement, il n'arrive pas à gérer toutes les séries à la fois, donc les 2 derniers numéros sont faits par Ron Lim, je crois qu'il ancre quand même les couvertures. Son enthousiasme, on le voyait aussi dans les conventions avec toujours ses chemises colorées, sa façon d'adorer les cosplayers qui donnent vie à ses personnages. On se rappelle de cette photo qu'il a faite pour imiter la couverture iconique de Crisis on Infinite Earth ou de cette anecdote où une jeune cosplayeuse déguisée en Zatanna vient le voir et alors il lui fait immédiatement un petit croquis de Zatanna dans son sketchbook, il le signe à l'envers évidemment, même s'il n'avait pas besoin de ça pour faire opérer la magie. Adieu l'artiste et merci pour tout. Lisez. Et tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues au Festival du Rayon Vert à Thionville, tous les Lorrains, vous avez déjà une région magnifique et puis vous êtes super sympa, vraiment, merci beaucoup. J'ai adoré en plus le festival, j'ai adoré passer du temps en compagnie de mon gars sûr, du GOAT, Bruno Bessadi, toujours pareil, Sylvain Repos également, qui fait partie de ce genre de personnes et je parle même pas de la façon dont il dessine, dont on se dit que bien s'il y en avait un petit peu plus dans le monde, eh bien le monde irait un petit peu mieux. J'ai adoré aussi faire la connaissance d'Ulysse Gris qui fait avec son frère Gaspard la série Un monde en pièces dans laquelle il se sert de la métaphore des échecs et du jeu de dames pour explorer notre société tout en rendant un hommage vibrant à Frank Miller. Un plaisir aussi de rencontrer Tony Emerio, notre Van Damme qui fait des illustrations pour des livres pour enfants tout mignons en passant ensuite par un paria, un excellent paria qui est chez Comics Initiative et puis il dessine aussi le Zboob de Hulk prêt à se faire boxer par Rocky dans Sticky Pants, que je vous conseillerais vraiment. Sinon, pour le peu que j'ai pu lire, j'ai continué, j'ai même repris à zéro Reckless, et putain qu'est-ce que c'est bon. Tout ce qu'enfante Ed Brubaker et Sean Phillips est voué à me plaire, personnellement, à cette ambiance sale, noire. Là, c'est l'histoire d'un type que tu appelles et à qui tu laisses un message après le bip pour régler tous tes problèmes. Et forcément, il y a un message où ça finit par partir en couille. C'est écrit au scalpel et illustré avec des mains d'or. Il y a une symbiose artistique qui est formidable. Et alors, je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à Twitter,
hésiter à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Aussi sur les réseaux sociaux, c'est par exemple là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo tous les mardis. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Le seul combat valable c'est sur cette couverture. Predator contre Tante May. Va lui faire une clé de jambe, il va rien comprendre. Le seul Predator à être asphyxié par l'odeur d'une gaine un petit peu jaunie à cause d'une bonne blague de Peter Parker. Ça c'est une vraie femme.